Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la suite de la contextualisation du début de la chronique de l'histoire au Moyen Âge. Donc nous avons notamment évoqué Villardouin. Donc maintenant, nous allons parler de la quatrième croisade. À la fin du XIIe siècle, sous le pontificat d'Innocent III et le règne de Philippe Auguste, un saint prêtre, Hugues de Neuilly prêche la croisade en France. Thibaut, comte de Champagne, et Louis, comte de Blois, prennent la tête du mouvement. Les croisés envoient à Venise une ambassade, dont Villardouin fait partie, pour s'assurer le concours de la flotte vénitienne. Un traité est conclu avec le doge, Henri d'Andouillot. Cependant, Thibaut meurt avant le départ. On choisit pour le remplacer Boniface, marquis de Montferrat. En juin 1202, l'expédition se met en route, mais beaucoup de croisés manquent au rendez-vous de Venise. Ainsi, la somme promise ne peut être payée aux Vénitiens. Ceux-ci accordent des facilités de paiement à condition que les croisés les aident à recouvrer Zara, sur la côte dalmate. Sans doute le doge se croise avec de nombreux Vénitiens, mais en dépit de certaines protestations, la croisade dévie une première fois de son but, fils de Zara. Nouvelle déviation à la suite du traité conclu entre les croisés et le jeune prince Alexis Comnène, fils d'Isaac, empereur de Constantinople, détrôné par son frère, qui se nomme également Alexis. Les croisés l'aideront à chasser l'usurpateur, en échange de quoi il mettra tout l'empire de Romanie en l'obéissance de Rome. Le schisme d'Orient est consommé depuis 1054. Paiera 200 000 marcs d'argent et participera à la croisade. La flotte gagne donc les Dardanelles. Malgré de beaux prétextes, les lieux saints sont bel et bien oubliés. Les croisés en vue de Constantinople. Voici un moment important dans l'histoire de la croisade. Les croisés sont émerveillés à la vue de Constantinople. Cependant, les chefs délibèrent et le plan du doge, une fois adopté, chacun se prépare pour le débarquement. Ce texte présente un intérêt à la fois psychologique et historique. Alors ils quittèrent le port d'Abydos tous ensemble. Vous auriez pu voir le bras de Saint-Georges fleuri en amont, de nefs, de nais, de galères et d'huissiers. Et c'était une très grande merveille que la beauté du coup d'œil. Et ils remontèrent ainsi le bras de Saint-Georges jusqu'au moment où ils arrivèrent, la veille de la Saint-Jean-Baptiste en juin, à Saint-Étienne, abbaye qui se trouvait à 3 lieues de Constantinople. Et alors ceux des nais, des galères et des huissiers eurent pleine vue sur Constantinople, et ils firent escale et ancrèrent leurs vaisseaux. Or, croyez bien qu'ils regardèrent beaucoup Constantinople, ceux qui jamais encore ne l'avaient vue, car ils ne pouvaient penser qu'il pût y avoir ville si riche dans le monde entier, quand ils virent ses hauts murs et ses riches tours, dont elle était close à la ronde tout alentour, et ses riches palais, et ces hautes églises, dont il y avait tant que nul ne l'eût pu croire s'il ne l'eût vu de ses yeux, et la longueur et la largeur de la ville, qui entre toutes les autres était souveraine. Et sachez qu'il n'y eut homme si hardi fut-il, à qui la chair ne frémit. Et ce n'était pas merveille, car jamais aussi grande entreprise n'avait été tentée par personne depuis la création du monde. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.